Voilà, et je lance le webinaire. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui à propos de l'irrigation solaire et des dernières solutions techniques et aussi quelques projets. On va faire un gros focus sur l'Afrique du Nord, sur l'Afrique de l'Ouest, avec un webinaire aujourd'hui exclusivement en français. C'est la deuxième fois que AVSI organise un webinaire en français, donc très heureux de le faire. Euh, Nous avons un beau panel de speakers aujourd'hui, Hamza, Mehdi et Maguette, qui vont tout vous expliquer à propos de l'irrigation solaire. Je laisse encore quelques instants aux gens pour vite se connecter. Et, et on va pouvoir commencer très rapidement. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre juste maintenant, encore un petit moment de patience, le temps que tout le monde se connecte. Voilà. Allons-y, c'est parti. Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui et merci aussi à nos speakers du jour, Hamza Lasri, Mehdi Alami et Maguette Tiandoun. Nous avons un sujet très important à discuter aujourd'hui qui est l'irrigation solaire et surtout tous les bénéfices que l'on peut tirer des solutions d'irrigation solaire dans les activités agricoles. Aujourd'hui, nous faisons un webinaire exclusivement en français avec un gros focus sur l'Afrique du Nord et sur l'Afrique de l'Ouest, qui est vraiment un des endroits en Afrique où on a une grosse activité d'irrigation solaire. Et j'ai le plaisir d'accueillir vraiment des personnes très expérimentées dans le secteur qui vont tout vous raconter et partager un petit peu de leur expérience avec vous. Et bien entendu, qui vont répondre à toutes les questions que vous aurez pour aller de l'avant avec votre projet, que vous soyez installateur, que vous soyez acteur de l'industrie agricole. Toutes les questions sont bonnes. Et donc, juste avant de passer la parole à Hamza, qui va commencer à nous présenter des aspects techniques pour bien préparer un projet, je vous fais juste un petit rappel. Vous avez deux possibilités de communiquer avec nous aujourd'hui. Il y a soit le chat box, qui est une possibilité de communiquer avec tous les autres participants du webinaire aujourd'hui. Si vous voulez faire un petit coucou, si vous voulez faire un petit peu de promo, ben, c'est l'endroit. Par contre, si vous souhaitez poser une question à nos présentateurs du jour, s'il vous plaît, faites-le via l'option Q&A, car cela permettra, si jamais nous n'avons pas le temps d'adresser votre question, de la garder et de la partager ensuite à nos présentateurs pour qu'ils puissent revenir vers vous et faire un suivi plus personnalisé. Donc voilà, j'ai fait ma petite intro, mais vraiment, le but est d'entendre parler nos speakers du jour et nous allons commencer avec Hamza. Hamza est directeur technique chez Clean Energy Maroc. Hamza est super expérimenté dans l'industrie solaire, presque 15 ans d'expérience déjà, est responsable technique chez Clean Energy Maroc depuis 2011. Ça fait déjà un petit temps, mais avant Clean Energy, il a travaillé avec EDF, avec Swatec pour en citer quelques-unes. Et une des spécialités d'Hamza, c'est vraiment de travailler sur des projets d'irrigation solaire. Donc Hamza va nous expliquer un petit peu quels sont les aspects importants dans la préparation d'un tel projet, quels sont les éléments à tenir à l'œil pour justement faire en sorte que ce projet se déroule dans les meilleures conditions. Hamza, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous propose de vous unmuter, comme ça tout le monde peut vous entendre, voilà. Et vous pouvez également partager vos slides et partager votre écran pour que tout le monde puisse suivre. Parfait, merci beaucoup, John, pour la présentation. Alors, dans ce cas, je vais commencer. Mhm. Je vais surtout vous parler des aspects techniques. Je vais juste lancer le diaporama. Je vais surtout vous parler aujourd'hui des aspects techniques d'un projet d'irrigation et plus globalement du pompage solaire. Donc, il y a un certain nombre d'aspects techniques à prendre en compte lorsque vous approchez ce type de projet. Donc, la présentation va se dérouler comme suit. Je vais d'abord présenter un petit peu une introduction. Ensuite, vous parler des besoins en eau et de la hauteur manométrique.
qui sont des paramètres essentiels pour le pompage et l'irrigation. Comment choisir votre pompe et comment dimensionner votre générateur photovoltaïque. Ensuite, comment vous pouvez simuler le rendement de votre installation. Et puis je vais vous parler un peu de notre expérience et puis des recommandations et protections que l'on met sur ce type de système. Et enfin, donc, les dernières nouveautés, c'est surtout tout ce qui est suivi, monitoring et data logging de pompage et de système d'irrigation. Donc, pour parler un peu d'irrigation, c'est vrai que parfois on fait l'amalgame entre irrigation et pompage. Ce sont deux choses différentes mais liées entre elles. L'irrigation, si on devait la définir, c'est la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est l'apport en eau, l'apport d'eau réalisé sur un terrain cultivé en vue de compenser. Donc, on est là pour compenser l'insuffisance de précipitation ou de réserve hydrique du sol pour améliorer le rendement agricole. Donc, c'est justement vraiment le thème aujourd'hui, c'est d'essayer d'augmenter et d'améliorer les rendements des terres agricoles. Donc, de manière classique, il y a, on va dire, trois grandes familles d'irrigation. Il y a l'irrigation de surface, que l'on connaît beaucoup en Afrique, qui est l'irrigation traditionnelle, en fait. On va tracer des sillons un peu partout au niveau des cultures et puis laisser l'eau s'écouler. Donc, c'est le système le plus classique et aussi un peu le moins cher, mais il y a énormément de pertes d'eau par évaporation. Donc, l'efficience au champ, c'est le facteur qu'on va beaucoup regarder pour jauger ces systèmes d'irrigation. L'efficience au champ est comprise entre 50 et 80% selon le type de culture. Ça, donc, c'est la première famille de types d'irrigation. Le deuxième type, c'est l'irrigation par aspersion. Donc, en général, ce sont des asperceurs. Là, sur l'image, ce que vous voyez, c'est des asperceurs énormes dans le désert euh, qui vont faire un circuit circulaire comme ça pour irriguer cette zone. Donc là, l'efficience est déjà beaucoup plus intéressante. On est entre 70 et 90% d'efficience sur ce type de système. Et enfin, le troisième type qui est ce qu'on appelle la micro-irrigation. Elle inclut beaucoup de méthodes, mais surtout le goutte à goutte. Donc là, l'efficience au champ est très élevée, donc c'est de l'ordre de 75 à 95%. Ce qu'on va faire dans ce type de système, c'est venir irriguer la plante avec une dose bien précise d'eau au niveau du pied de l'arbre. Donc c'est un système qui est assez onéreux au départ, en investissement. C'est pour ça que pas mal de pays d'Afrique offrent des subventions pour l'installation de ce type de système. Euh, mais il y a vraiment une efficience qui est énorme pour pas mal de cultures. Donc la première chose à prendre en compte lorsqu'on veut concevoir ce type de système, c'est de savoir déjà le besoin en eau. Quel est le besoin en eau de ma culture ou quel est le besoin en eau que j'ai sur mon terrain agricole. Pour ça, il y a un certain nombre de facteurs, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais on va prendre en compte bien sûr l'évapotranspiration, le niveau de précipitation de la région, le type de sol, est-ce que c'est un sol argileux ou sablo-limoneuse? Enfin, il y a vraiment différents types de sols qui vont beaucoup influencer sur la quantité d'eau qui va rester en réserve au niveau de la racine. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres, mais globalement, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un besoin en eau qui est assez standard. Là, je vous ai mis, ce que vous voyez, c'est un tableau de consommation spécifique qui est une donnée source de l'OMS, qui va nous dire à peu près quel est le nombre de mètres cubes par jour, par hectare, pour irriguer ce type de culture. Donc, par exemple, ici, on a le riz qui est à 100 mètres cubes d'eau par jour, par hectare, le coton qui est à 55 mètres cubes par jour, par hectare. Donc ça, c'est la première donnée dont j'ai besoin, c'est quel est le nombre de mètres cubes par jour, par hectare, dont mon sol ou mon irrigation ou ma culture a besoin. Une fois que j'ai défini mon besoin en eau, le deuxième paramètre dont j'ai besoin, c'est ce qu'on appelle la hauteur manométrique totale, plus simplement appelée HMT. Alors, par expérience, c'est quelque chose qui a l'air assez simple, ça l'est dans le fond, mais il faut vraiment faire très attention aux valeurs qu'on prend. Donc, la HMT, la hauteur manométrique totale, c'est la hauteur géométrique. Donc, la hauteur géométrique, c'est le niveau, c'est la différence de hauteur entre le niveau de l'eau, le niveau dynamique de l'eau, on y reviendra tout à l'heure pour savoir quelle est la différence, mais entre le niveau dynamique de l'eau et la hauteur de refoulement ou le plan d'utilisation. Donc là, dans ce cas-là, vous voyez, c'est une pompe immergée, elle est à l'intérieur du forage. Dans cet autre cas, c'est une pompe de surface. Donc la pompe est ici
elle va puiser l'eau grâce à un tuyau, puis le refouler au niveau d'un surpresseur. Dans l'autre cas, c'est une pompe immergée qui va aspirer elle-même l'eau et puis le refouler dans un réservoir. Donc la formule de la HMT, c'est ça, c'est la hauteur géométrique, donc différence entre niveau dynamique et plan d'utilisation. Puis ce qu'on appelle les pertes de charge. Donc, vous savez, c'est une canalisation. Donc, quand l'eau circule dans ces canalisations, il y a forcément des pertes. Pas des pertes d'eau, mais des pertes, on va dire, de vitesse. Donc, c'est ce qu'on appelle les pertes de charge. Et donc, ça va dépendre de ma canalisation, le diamètre de ma canalisation, le débit d'eau et le nombre d'accessoires que j'ai, des coudes, des vannes, ce genre de choses. Et enfin, le troisième paramètre qui est souvent négligé dans les systèmes d'irrigation, je dis bien d'irrigation, c'est la pression d'eau souhaitée à la sortie du système. Donc, comme je vous ai dit, vous avez trois types de cultures. Vous avez l'agriculture classique gravitaire, l'irrigation classique gravitaire, l'irrigation par aspersion et par micro-irrigation. Dans chacun de ces systèmes, la pression à la sortie est différente. Par exemple, pour certains asperceurs, on nous demandera d'avoir une pression à la sortie de 3 bars. Dans le goutte à goutte, certains systèmes nous exigeront d'avoir 2,5 bars à la sortie du système. Et puis, quand c'est gravitaire, donc on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de pression. Et dans ce cas-là, je pourrais prendre juste un bar. Alors, je parle en bar, mais en fait, la HMT, elle est en mètres colonnes d'eau. Pour faire simple, un bar égale 10 mètres. Donc, si j'ai besoin de 3,5 bars, il faut que je rajoute 35 mètres. C'est comme si ma pompe était installée plus profondément dans le puits de 35 mètres. Donc, c'est vraiment des paramètres à ne pas négliger. On pourra y revenir plus tard. Donc, c'est assez long. Vous voyez, là, par exemple, je ne vais pas m'attarder sur ces tableaux, mais ça vous montre à peu près comment compter les pertes de charge. Il y en a différents types, les singulières et les régulières. Mais là, ça vous montre à peu près chaque coude, chaque vanne, comment il influence ma hauteur manométrique totale. Donc, c'est un calcul qui peut être long. Globalement, les professionnels, en général, prennent à peu près 10% de la hauteur géométrique. Ça veut dire que si j'ai un forage à 100 mètres, généralement, on va prendre 110 mètres en hauteur manométrique, plus la pression à la sortie. Donc, on pourra revenir après sur les calculs. Et puis voilà, une fois que j'ai mon besoin en eau et ma hauteur manométrique, je peux déterminer l'énergie électrique dont j'ai besoin et puis l'énergie photovoltaïque, du coup, de mon générateur. La formule, elle est assez simple. Donc, c'est tout simplement une constante hydraulique fois mon débit journalier qui est en mètres cubes par jour, et puis ma hauteur manométrique totale que j'ai calculée, qui est en mètres ou mètres colonnes d'eau, divisé par le rendement de mon groupe motopompe, qui peut varier selon la puissance de la pompe, selon la marque, selon beaucoup de paramètres, entre 30 et 45 ou entre 30 et 50% à peu près. Donc, c'est un calcul en fait d'énergie potentielle. C'est de dire, voilà, j'ai un volume d'eau que je veux soulever sur une certaine hauteur. Et donc, je ne vais pas rentrer dans la démonstration, mais c'est un calcul d'énergie potentielle en fait. Et une fois que j'ai mon besoin en énergie, je vais utiliser des outils de type PVGIS, PV6, d'autres bases de données météo pour définir la puissance en watts crête de mon générateur photovoltaïque. Donc, c'est un calcul assez rapide, assez simple, qui me permet de déterminer la puissance de mon générateur et aussi la puissance de ma pompe. Alors, même en pompage solaire, il faut vraiment faire très attention au choix de votre pompe. Donc, je vois pas mal de professionnels se baser juste sur le tableau que donne le fabricant de pompe, c'est-à-dire hauteur manométrique et débit. Il vous donne des valeurs, il vous dit, voilà, sur 40 mètres de HMT, vous allez avoir 20 mètres cubes par heure. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour être efficient. Pour être efficient et avoir un bon rendement de mon système, je préfère toujours me baser sur cette courbe. Donc, chaque pompe, elle a cette courbe-là. Vous avez en ordonnée la hauteur manométrique. Et puis, en abscisse, vous avez le débit horaire, donc en mètres cubes par heure. Et ce que je fais, en fait, c'est que je choisis mon point de fonctionnement. Donc, par exemple, dans ce cas-là, j'ai une hauteur manométrique, on va dire, de 20 mètres et un débit de 100 mètres cubes par heure. Donc, je reporte sur ma courbe, la courbe de ma pompe, et je sais que je suis au niveau de ce point-là. Ceci est mon point de fonctionnement. Sur ce point de fonctionnement, en fait, je vais descendre et voir quel est le rendement de mon système. Est-ce que je suis à 60%, à 40%? Vous savez, si je reviens en arrière, c'est le fameux RP, le fameux rendement du groupe motopompe.
Et plus mon rendement est élevé, plus mon système fonctionnera bien et plus mon générateur photovoltaïque sera optimisé. Et donc, vous voyez ici comment la courbe de rendement évolue. C'est une espèce de cloche. Et il faut que j'essaie d'être au niveau du pic, de mon pic de rendement. Parce que si je me place ici, chose que le tableau ne me donne pas, si je me place ici, en fait, je perds facilement. Là, j'étais à 70, par exemple. Là, je passe à 60. J'ai perdu 10% de rendement, juste par le choix de ma pompe. Donc, c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention. Alors, ce que je vous dis ici, c'est que nous, en général, sur le parti photovoltaïque, on préfère un petit peu se décaler sur la droite de cette courbe, légèrement, légèrement sur la droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme mon débit d'eau, avec mon pompage solaire, le débit d'eau va varier au cours de la journée. Au début de la journée, le débit d'eau va être faible, et puis plus le soleil est haut dans le ciel et puissant, plus je vais avoir de la puissance et plus je vais avoir de débit. Donc en fait, on se place légèrement à droite. Pourquoi? Lorsque mon débit s'affaiblit un petit peu, euh, en début ou en fin de journée, que je ne perde pas beaucoup en rendement. Alors que si je me place vers la gauche de ma courbe, dès que le débit s'affaiblira, vous voyez, ici, il va passer de 80 à 60, eh bien, je vais perdre 10% de rendement. Alors que déjà, j'ai un soleil qui est faible ou une irradiation qui est faible, et en plus, je vais perdre en rendement sur mon système. Donc, c'est une double perte qu'on veut absolument éviter. Donc, on essaie toujours de se placer légèrement, légèrement sur la droite de cette courbe de rendement lors du choix de mon point de fonctionnement. Et ensuite, vous avez un outil de simulation. Alors, soit vous pouvez le faire vous-même avec la formule qui vous est donnée, en récupérant les données d'irradiation mensuelles ou journalières sur PVGIS ou une autre base de données. Là, ce que vous voyez, c'est une capture d'une marque qui s'appelle Lorenz, qui est un outil de simulation qui est assez sympathique. Et donc, il va vous donner l'évolution du débit au cours de la journée. À 7 heures du matin, ici, sur ce système, j'ai 0,78 mètres cubes par heure. Et vous voyez que vers midi, le rendement augmente. Je suis à 5,2 mètres cubes par heure. Et puis, la somme ou l'intégrale de tout ce rendement va me donner mon débit en mètres cubes par jour. Donc, c'est assez essentiel de faire ce type de simulation pour savoir si ça matche un petit peu, si votre étude matchera avec le besoin, surtout au cours de toute l'année. Parce que, comme vous le savez, l'irrigation, eh ben, il y a des saisons. Il y a des saisons, il y a des périodes d'irrigation pour l'olivier, ou pour les bananes. Il y a toujours une période d'irrigation plus spécifique dessus où le besoin en eau est plus élevé. Et d'ailleurs, quand vous concevez votre système, c'est bien de faire aussi attention à l'orientation et l'inclinaison de vos panneaux, parce que ça peut tout changer au niveau de votre rendement et surtout au niveau de la période où vous allez irriguer. Par exemple, pour ceux qui vont irriguer en été, je parle au Maroc, ça ne sert à pas grand-chose de mettre une inclinaison de 40 degrés ou de 30 degrés. Si vous irriguez beaucoup en été, il vaut mieux aller chercher une inclinaison plus basse pour avoir un rendement plus élevé en été, donc à avoir plutôt 15 degrés par exemple. Donc ensuite, vous avez le choix de votre variateur. Donc le variateur, c'est l'onduleur pour le pompage solaire, c'est ce qui va convertir l'énergie des panneaux photovoltaïques en énergie alternative pour alimenter votre pompe. En général, il y a quelques recommandations qui sont choisir une puissance au-dessus de votre moteur. Par exemple, en général, vous avez des moteurs de 4 kW, 5,5, 7,5 kW. On recommande pour le refroidissement de l'onduleur et pour sa durée de vie de choisir une puissance au-dessus. Euh, donc, si vous avez une pompe de 4 kW, choisir un variateur de 5,5 kW. Au vu de l'électronique de puissance aussi, essayez toujours d'avoir une tension MPP autour de 600 volts. Pourquoi? Parce que quand l'électronique de puissance du variateur va se mettre en marche, elle va découper, on va faire simple, elle va découper votre signal continu pour en faire un signal alternatif. Et pour obtenir les fameux 380 volts triphasés, en fait, il faut donner au variateur 600 volts pour qu'il puisse la convertir lui en 380. Effectivement, beaucoup de variateurs vous disent qu'ils peuvent fonctionner entre 100 volts et 800 volts, par exemple. C'est plutôt 780. Mais en réalité, il faut vraiment essayer de se placer autour de ces 600 volts pour avoir le meilleur rendement de votre variateur et pour avoir le signal le plus sinusoïdal, on va dire, possible. Et puis, autre chose encore, c'est l'utilisation de filtres anti-harmoniques. Généralement, c'est très recommandé dès que vous dépassez une distance de 100 mètres entre votre variateur et votre pompe. Ces filtres anti-harmoniques, en fait, ils vont permettre de protéger vraiment le moteur. Ils font aussi office de parafoudre pour les moteurs, pour les pompes immergées. Et donc, ils sont fortement recommandés. Ensuite, sur les systèmes de pompage, les onduleurs de pompage, ce n'est pas vraiment comme l'injection réseau ou les sites isolés où vous avez plusieurs MPPT avec chaque entrée et plusieurs fusibles et portes fusibles. En fait, pour le variateur, il est souvent en IP20.
Donc, il faut vraiment le mettre dans un coffret qui est protégé contre la poussière, qui est étanche, mais aussi rajouter une aération pour que le variateur puisse se refroidir. Généralement, vous devez rajouter toutes les protections qui sont les fusibles et porte-fusibles par string selon les normes internationales, l'UTE ou le DIN-VDE. Aussi, dans certains cas, vous avez besoin d'avoir deux sources d'énergie en même temps. Donc, les panneaux solaires et le réseau ou et un groupe électrogène. Dans ce cas-là, vraiment utiliser des diodes anti-retour pour éviter le retour de votre source principale, AC, réseau ou groupe électrogène, le retour d'énergie vers vos panneaux solaires. Donc, c'est fortement recommandé de rajouter des diodes anti-retour, les parafoudres de type 2, le relais de niveau si le variateur n'en inclut pas un. Donc, le relais de niveau, c'est au cas où le niveau d'eau baisse trop, que le variateur se mette en arrêt, que la pompe se mette en arrêt, qu'elle ne continue pas à tourner alors qu'il n'y a pas d'eau. Et voilà, ça c'est les protections recommandées. Donc, ça vous donne des coffrets qui ressemblent un petit peu à ça pour les petits modèles. Vous avez votre variateur, deux sectionneurs DC, des fusibles et des portes-fusibles pour chacun des strings, et puis un parafoudre de type 2. Et là, dans ce cas-là, c'est un client qui utilisait ou le groupe électrogène ou les panneaux solaires. Mais vous pouvez utiliser les deux en même temps pour compenser le manque d'ensoleillement. Donc, en cas de manque d'ensoleillement, vous pouvez continuer à pomper avec une deuxième source. Là aussi, un point important, c'est vraiment faites très attention au niveau dynamique de l'eau. Alors, c'est quoi le niveau dynamique de l'eau? C'est quand vous regardez votre puits, si c'est un puits traditionnel par exemple, vous regardez le niveau de l'eau, mais dès que vous commencez à pomper, en fait, il y a un rabattement. Il y a un rabattement, le niveau de l'eau va varier un petit peu. Et ça peut se passer au cours de la journée de pompage ou aussi au cours de l'année. Par exemple, dans certaines régions, vous allez voir que le niveau dynamique de l'eau, il est à 80 mètres en général, en normal. Et puis, à la saison d'irrigation, comme tout le monde dans la même région irrigue plus ou moins la même culture, et bien pendant l'été, par exemple, vous allez avoir 3, 4, 5 mètres de HMT de perdu en plus. Donc vraiment, prenez le temps de faire un essai de pompage sur votre forage avant de mettre votre système d'irrigation. Prenez le temps de faire un essai de pompage et d'essayer d'évaluer ce niveau dynamique. Et dites-vous aussi que pendant la durée de vie de votre installation, ce niveau dynamique pourra varier. Et donc vraiment, essayez de prendre en compte ça. Et puis, ne soyez pas choqués si votre client vous appelle 2 ans après pour vous dire que la pompe ne fonctionne plus ou le système ne fonctionne plus correctement parce que le niveau dynamique a baissé. Ce sont des choses qui arrivent très, très, très souvent. Une autre recommandation côté pompe, donc si vous avez un puits traditionnel, donc un puits avec une large circonférence, faites attention à bien installer une jupe de refroidissement pour votre moteur, parce que ce qui se passe en fait sur un puits traditionnel, c'est que l'eau est aspirée sur les côtés. Donc là, vous avez votre motopompe, le moteur est en bas, la pompe est en haut. Quand vous aspirez, quand vous aspirez l'eau pour le refouler vers le haut, en fait, ici, l'eau va rentrer du côté latéral. Or, moi, j'ai besoin qu'il passe sur toute la longueur du moteur pour bien le refroidir, pour qu'il ait une durée de vie convenable et un fonctionnement durable. Et donc, en général, beaucoup de gens évitent ça. Et puis, au bout de 6 mois, 1 an, le système ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que le moteur a cramé une fois, 2 fois ou plusieurs fois. Donc, vraiment, prenez aussi, dans le cas des forages traditionnels ou des puits traditionnels, de mettre cette jupe autour de votre pompe. Enfin, dernier point, c'est surtout ce qui concerne le monitoring et le data logging. Comme vous le savez, on évolue dans l'IoT aujourd'hui. L'IoT, c'est l'Internet of Things. Donc, tout est connecté, tout est intelligent, on peut tout superviser à distance. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de variateurs vous permettent, via une carte SIM ou un réseau Wi-Fi, de connecter votre variateur à Internet ou à un réseau GPS ou GPRS, et puis de contrôler à distance, de savoir, par exemple, à quel moment vous devez arrêter l'irrigation. Vous pouvez programmer ces choses-là et surtout faire un suivi de la performance de votre système, savoir quel est le nombre de mètres cubes par jour qu'il vous donne, est-ce qu'il y a une erreur dessus, est-ce qu'il y a un problème dessus. Donc, toutes ces choses-là, vous pouvez aujourd'hui les voir à distance et les superviser euh, pour aussi évaluer votre rendement en eau. Parce que quelque part, vous allez avoir un double problème dans l'irrigation solaire ou un double challenge. C'est à la fois votre rendement, le rendement de votre culture, mais aussi le rendement de votre pompage solaire pour qu'il puisse alimenter votre culture. Si vous avez moins de mètres cubes d'eau, votre rendement de votre culture sera plus faible. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller avec le temps et c'est encore mieux à distance. Voilà, merci à tous pour votre attention.
Ah, j'ai Merci. dépassé un petit peu, il me semble. Un petit peu, mais c'est pas grave. C'était passionnant et ce sont des détails quand même très techniques, mais qui étaient expliqués, merci Hamza, de manière très simple et très accessible. Euh, je ne doute pas qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont prendre contact avec toi à la suite de cette présentation aujourd'hui pour poser quelques questions supplémentaires. Mais bien sûr, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait quelques questions via le chat. S'il vous plaît, soumettez vos questions via le Q&A. Comme ça, on peut vraiment faire le suivi et s'assurer qu'on n'en loupe aucune. Merci beaucoup. Si vous avez soumis une question via le chat, s'il vous plaît, resoumettez-la via le Q&A. On va passer maintenant à un autre sujet, un autre aspect d'un projet solaire qui est la composante du panneau solaire en tant que tel. Alors aussi surprenant que ça puisse paraître, tous les panneaux n'ont pas la même efficacité, particulièrement dans des situations d'irrigation solaire. Et c'est précisément ce que Mehdi va nous expliquer maintenant. Mehdi travaille pour Trina, il est basé au Maroc, responsable du développement et du marché africain depuis 2020, mais presque 10 ans d'expérience avec quelques grands noms de l'industrie de l'énergie précédemment. Et donc voilà, Mehdi, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et merci de nous expliquer un petit peu les petits détails techniques supplémentaires concernant les panneaux qui peuvent faire la différence sur un projet d'irrigation solaire. Merci beaucoup, John, et merci pour l'invitation. Donc, je suis ravi en fait de présenter aujourd'hui, de présenter Trina et de présenter en fait les contraintes en fait sur les panneaux solaires par rapport à l'irrigation. Parfait. Donc, je vais parler très rapidement et très brièvement de Trina Solar. Donc, Trina Solar, on est en fait une entreprise qui a été créée en 1997. On est spécialisé en fait dans la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques. Donc, on est Tier 1 depuis quasiment 5 ans. On est top performer au niveau en fait de PVL depuis 7 ans maintenant. On est en fait parmi les leaders en fait de l'industrie photovoltaïque dans le monde. En termes en fait de recherche et développement, donc on est plein dedans parce qu'en fait la qualité c'est quelque chose de très important pour nous et on y tient en fait en termes de qualité. On a travaillé en fait sur 105 nombres, on a publié pas mal de normes et on est en fait parmi les entreprises qui ont mis en place les normes CEI. D'ailleurs, en fait, nos laboratoires en fait sont certifiés CEI par TÜV et ils sont aussi certifiés UL. Donc, tous nos produits sont certifiés CEI et UL. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu vite pour respecter en fait pour respecter le temps. Donc, en termes de couverture en fait mondiale, donc on est présent sur les 5 continents. Donc, on a une présence industrielle essentiellement dans la Chine, mais on a des bureaux de représentation en fait un petit peu partout dans le monde. Notre région qui est l'Afrique est gérée par notre bureau à Abu Dhabi. Donc aujourd'hui, on est le deuxième plus grand fabricant de panneaux solaires photovoltaïques avec une expédition totale de plus de 66 gigawatts. Ça, c'était à fin décembre 2020. On a plus d'une centaine de clients par le monde et plus de 15 000 employés. Donc, en termes de technologie, donc Trina Solar est connu pour être en fait un des leaders en fait technologiques sur le marché. Donc, ces technologies-là, on les propose dans un seul but. En fait, c'est d'augmenter le rendement. C'est valable que ce soit pour les projets, en fait, pour les grands projets, ce qu'on appelle les utility scale, mais c'est aussi valable en fait pour les projets d'irrigation solaire. Plus qu'on a un panneau qui est performant, plus qu'on a un panneau avec une bonne efficacité, plus que notre système en fait d'irrigation va fonctionner plus longtemps, plus qu'on va avoir plus d'eau et plus que le coût du watt crête va diminuer. Donc, pour résumer très rapidement en fait nos technologies en fait sur lesquelles on travaille, donc la première chose c'est la taille du woofer. Donc aujourd'hui, on est le premier fabricant de panneaux solaires qui est passé entièrement
à la taille du woofer en fait la plus grande sur le marché, c'est le 210 mm. Donc, ça nous permettra en fait de réduire en fait le coût du watt crête parce que nos panneaux, en général, ils ont une efficacité supérieure en fait supérieure au marché. Donc, la deuxième technologie, en fait, c'est le MBB, c'est le multibus bar. Donc, le multibus bar, en fait, c'est une technologie qui est apparue sur les panneaux Trina depuis 2 ans, je pense. Donc, on était les premiers qui proposaient ce type de technologie. Donc, le multibus bar, en fait, l'idée, c'est que l'électron, en fait, qui est libéré à l'intérieur de la cellule, il parcourt, en fait, le moins de chemin pour arriver, en fait, au contact. Donc, avec ça, on pourra améliorer le rendement et aussi l'amélioration du rendement sera favorisée parce qu'on a moins de courant qui circule en fait par jeu de barre. Du coup, on a moins de pertes en fait dues à la chaleur. La troisième innovation, en fait, c'est la coupe non destructive. Donc, la coupe non destructive, aujourd'hui, sur le marché, on voit qu'il y a des panneaux, en fait, half-cut. Donc, on n'a pas, en fait, la cellule entière. On a plus, en fait, la moitié d'une cellule. Là, aujourd'hui, sur nos panneaux, pour pouvoir, en fait, avoir euh, des valeurs en fait différentes du VOC et du courant, on travaille sur le triple 4, ça veut dire la cellule en fait, au lieu d'être coupée en deux, elle est coupée en trois. Donc, ça nous permet plus de flexibilité en fait dans la structuration de notre panneau. Et pour arriver en fait à ce résultat et garder en fait les mêmes caractéristiques mécaniques d'un panneau, donc on utilise en fait la coupe non destructive qui commence à se généraliser un peu. Mais cette technologie en fait de coupe, elle permet de garder exactement les mêmes caractéristiques mécaniques d'une cellule, quel que soit en fait le nombre de coupes dans la cellule. Et après, le dernier point, c'est la haute densité en fait des interconnexions entre les cellules. Donc, traditionnellement, entre les cellules, on avait 2 mm. Aujourd'hui, on descend à 0,5 mm en fait entre les cellules. Donc après, on n'arrête pas là. On pense aussi au futur. Donc, on travaille aussi sur les technologies en fait du futur. Donc, notamment les technologies N-Type. On démarre déjà la production en masse de nos cellules N-Type avec une efficacité qui va jusqu'à 24%. Donc, ça, c'est vraiment la technologie du futur. Aujourd'hui, on est sur le mono-PERC, mais dans 5-6 ans, on sera plutôt sur le N-Type, TOPCon. Et après, on travaille aussi sur les technologies des hétérojonctions. Donc là aussi, on arrive en fait à des efficacités de plus de 24,5%. Et là aussi, c'est une technologie de futur en fait qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de développer. Donc maintenant, en fait, la gamme de produits, donc on voit ici qu'on a une gamme qui est très large, qui est très variée. Donc on part du 400 jusqu'à 660 watts. Donc pour notre sujet, en fait, l'irrigation, on va s'arrêter aux 550 watts. Donc on a le panneau du 400 watts qui est du 210 mm. Donc c'est la nouvelle cellule, la nouvelle taille en fait des cellules. C'est en triple 4. On a gardé en fait la gamme 460 pour couvrir en fait cette gamme de puissance entre les deux, le 400 et le 500. Qui est en 166. On a après le 500 qui est du 210 mm toujours en triple 4 et le 210 qui est en half 4. Donc, je parle en fait de ces trois modules et vous allez voir en fait par la suite que l'idée c'est en fait dans l'irrigation solaire, on a plus tendance à dire non, les panneaux poulies, les 280, les 330, ils sont un meilleur compromis en fait pour l'irrigation solaire. C'est une idée reçue, c'est pas vraiment vrai. Donc, ça dépend en fait de la puissance, ça dépend du variateur, ça dépend en fait du nombre de pompes qu'on va installer. Le choix en fait le choix en fait du panneau, il dépendra vraiment du variateur et de la puissance de la pompe. Donc, il y a beaucoup d'idées reçues qu'on essaiera de changer. Et l'idée avec cette gamme qui est assez large, en fait, c'est toujours permettre en fait à l'installateur d'optimiser en fait la puissance solaire qu'il va installer avec son installation. Donc, on a fait une simulation avec Hamza, et cette simulation en fait a donné quelques résultats qui sont assez intéressants à voir. Donc aussi en fait pour réduire en fait le coût du logistique, donc on voit aujourd'hui les prix du conteneur en fait qui flambent et on sent en fait le poids du transport dans le prix du watt crête.
Donc, on essaie d'optimiser en fait notre logistique et en essayant de mettre le plus en fait de panneaux et le plus de watts crête dans un conteneur. Donc là, c'est les panneaux en fait qui sont concernés par l'irrigation solaire. Donc, on voit qu'on peut aller jusqu'à 375 kilowatts en fait par conteneur et le minimum qu'on va faire, c'est le 308 kilowatts par conteneur, ce qui va permettre en fait de réduire le coût. Donc, le premier que je vais présenter, en fait, c'est le Vertex S, c'est le 400. Donc, c'est un panneau qui est très petit, 1,75 m sur 1 mètre, avec un poids qui est limité à 21 kg, avec un coefficient de température qui est à moins 0,34% par degré Celsius. Donc là, c'est le coefficient de température, en fait, c'est une notion qui est assez intéressante parce qu'on voit dans notre marché, il y a toujours tendance à dire que non, le poli, il est plus adapté à notre marché, à notre région, parce qu'il résiste mieux à la température. Et donc là, scientifiquement parlant et avec des tests, on montre que le monoperk, en fait, il est plus adapté aux hautes températures, donc il est plus adapté à notre région parce que le coefficient de température du monoperk, il est de moins 0,34% par degré Celsius, alors que le coefficient de température du meilleur poli, il est à moins 0,37 % par degré Celsius. Donc après, il y a le panneau de 510 watts. Donc le panneau de 510 watts, ce qui est intéressant dans ce panneau, c'est le VOC qui est à 52,1 volts. Donc on sait qu'il est important pour le pompage, avec un courant qui est supérieur en fait à ce qui existe actuellement sur le marché, sur cette même gamme de puissance. Donc on est à 12,42 ampères. Donc, et là, ce panneau-là, en termes de dimension aussi, il est optimisé, c'est 2,18 m fois 1,10 m. Donc, l'idée aussi, c'est dire que dans les projets d'irrigation, parfois, on a des contraintes en fait sur l'espace. Donc, les contraintes sur l'espace, il faut les résoudre en optimisant en fait la surface occupée au sol. Donc, c'est ça aussi l'idée en fait de proposer une gamme assez large pour l'irrigation solaire, c'est qu'on a toujours en fait une solution adaptée pour réduire la surface au sol occupée et donc pour permettre en fait de mettre le plus de puissance en fait solaire possible pour le bon fonctionnement de la pompe. Donc, l'idée, c'est d'essayer en fait de toujours récupérer plus d'énergie solaire que l'énergie en fait traditionnelle pour compenser en fait le manque d'énergie. Donc, en termes de taille et en termes de poids, donc on voit les trois panneaux en fait qui sont vraiment destinés pour l'irrigation. Donc, on voit le panneau là, le 405 watts, le 460 et le 510 watts. Donc, ils sont tous à des tailles quand même qui sont assez raisonnables. Donc, le 405, il est beaucoup plus petit que le traditionnel 410 watts. Il est quasiment en même taille que le 370 et c'est quasiment la taille c'est un petit peu plus petit que le 330 poly. Le 460, il est quasiment à la même taille de l'ancien panneau de 410 et le 510, il est quasiment sur les mêmes dimensions. Donc, on voit tout ça, c'est pour faciliter en fait la manutention des panneaux solaires et en fait, deux personnes peuvent manipuler en fait le panneau en toute sécurité sans risque en fait de faire des égratignures ou de dégrader en fait le panneau pendant sa manipulation. Donc, et là, après, c'est le plus grand panneau qu'on propose en fait dans l'irrigation solaire. Donc là, ce panneau, il présente en fait deux caractéristiques qui sont intéressantes. Donc, la première, c'est la taille. Il n'est pas très, très grand. Il est au même niveau de taille des panneaux en fait sur le marché avec moins de puissance. Mais il a deux caractéristiques intéressantes. Donc, c'est le VOC qui est à 38 volts. Donc, ce qui permet plus de flexibilité en fait dans la configuration en fait des strings qui vont être utilisés pour alimenter la pompe et en même temps, on a un courant qui est élevé, ce qui va aider en fait à avoir plus de couple en fait dans le groupe motopompe. Du coup, on va avoir peut-être on va avoir plus de débit en fait d'eau et le plus rapidement possible. Donc là aussi, le poids, il est de 28,6 kg. Donc, c'est un panneau qui peut être manipulé par deux personnes. Donc, après, en termes de simulation pour le pompage solaire, donc là, ce qu'on a fait, c'est on a listé en fait quelques puissances en fait des pompes.
avec la puissance en fait crête minimale qu'on va réaliser. Donc, la simulation, on l'a fait avec Hamza de Clean Energy, donc en se basant sur les variateurs en fait de 600 volts. Donc là, sur cette première partie, c'est le nombre de panneaux minimum en fait à utiliser pour atteindre en fait cette puissance crête. Et là, en fait, c'est la configuration en fait qu'on doit avoir pour respecter en fait les 600, les 600 volts en fait en entrée du variateur. Et donc, on voit que le nombre de panneaux qu'on va utiliser, il va dépendre en fait pas que de la puissance des panneaux, mais il va plus dépendre en fait de caractéristiques électriques du panneau. Donc, on voit par exemple pour un 4 kg, on pourra penser que c'est une petite puissance, donc c'est mieux de partir avec des panneaux de 400 watts, mais un panneau en fait, un panneau de 450 watts, il est meilleur parce qu'on va voir, on va installer que 5,85 kilowatts de panneau, alors que si on utilise un 400 ou un 500, on va installer 6 kilowatts. Donc là, ça, c'est vrai, la différence n'est pas énorme, mais on va utiliser 13 panneaux de 450 ou 12 panneaux de 500 watts. Ce qui est intéressant à voir, pardon. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est la pompe en fait de 7,5 kilowatts. Donc là, la pompe de 7,5 kilowatts, il est intéressant en fait d'utiliser les panneaux de 550 watts parce qu'on a plus de flexibilité avec ce panneau vu le niveau de tension qui est bas. Donc en utilisant les 500, là on a fait la simulation avec des panneaux de 540 watts. Donc en utilisant les 540 watts, on peut installer que 10,20 kilowatts en fait dans le parc solaire, soit que 19 panneaux au lieu de 24 pour le 500, de 26 en fait pour le 450 et de 30 panneaux du 400. Donc là, on a fait la simulation juste par rapport au kilowattheure, mais il y a aussi l'aspect, le kilowatt en fait installé, mais il y a aussi la panneau structure métallique en fait, structure en général pour supporter en fait les panneaux et la surface occupée au sol. Donc l'idée c'est plus petit n'est pas forcément plus intéressant pour la pompe. C'est vraiment le choix en fait du panneau, il va plus dépendre de la puissance de la pompe, du variateur utilisé et des caractéristiques techniques électriques du panneau, à savoir le VOC, le VMPP et le courant qui permettent en fait de respecter en fait les consignes du variateur. Donc, plus petit, ce n'est pas forcément plus intéressant, mais ça ne veut pas dire que plus grand, c'est plus intéressant. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Donc, on voit ici, en fait, sur les différentes en fait, simulations qu'on a fait, c'est sur les différentes pompes. Donc, parfois, pour le 22 kW, c'est plus intéressant d'utiliser les panneaux de 400 parce que c'est plus optimisé. Alors que pour les 37 watts, c'est plus intéressant d'utiliser les 540 watts. Pour les 7,5, c'est plus intéressant d'utiliser les 540 watts. Donc, vraiment, il ne faut pas en fait foncer directement avec un type de panneau qu'on a l'habitude d'utiliser, mais il faut faire notre simulation, il faut faire en fait l'étude pour bien choisir le panneau en fait le plus adapté pour la pompe et pour le variateur utilisé. Et donc, ça sera tout pour moi. J'espère que vous avez respecté le temps et j'espère que ça a été intéressant pour vous. Absolument pas respecter le temps, mais on ne respecte jamais véritablement le temps. Merci beaucoup, Mehdi, parce que c'est eye-opening, comme on dit en anglais. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont appris pas mal de choses et le petit tableau sur la fin de la présentation, à mon avis, peut devenir un petit point de référence pour tous les installateurs et pour tous les spécialistes et pour tous ceux qui aiment vraiment les détails techniques. Et bien entendu, ça sera partagé avec vous et vous aurez l'occasion de recontacter Mehdi par la suite, donc pas de souci de ce côté-là. Cette première partie du webinaire d'aujourd'hui a été assez technique, même de plus en plus technique. On va changer un peu de cap là maintenant et on va passer plus du côté commercial de la chose. Alors, un petit mot avant d'accueillir Maguette. Nous avions normalement prévu d'accueillir Gabriel, également de Bonergie,
Malheureusement, Gabriel a croisé sur son chemin un petit virus dont tout le monde entend parler pour le moment et donc n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Je pense que vous vous joignez tous à moi pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Et l'aspect positif de la chose, parce qu'il y a quand même un aspect positif, c'est que nous accueillons du coup Maguette, qui est le directeur de Bonergie au Sénégal et qui fait vraiment des choses très, très sympas en ce qui concerne l'irrigation solaire là-bas, avec une démarche commerciale très intéressante qui va nous expliquer maintenant. Mais juste rapidement, vous voyez par vous-même vraiment une très, très large expérience dans le solaire et dans des sujets de développement durable en Afrique, impliqués dans différentes sociétés, dans différentes associations, et aussi un des pionniers du système Pay-as-you-go en Afrique, ce qui vous donne déjà une petite idée de l'approche de Bonergie concernant l'irrigation solaire. Je m'arrête là. Maguette, merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation un petit peu au pied levé. Et voilà, c'est à vous, je vous laisse. Bonjour, merci John, merci à nos amis Mehdi et Hamza qui ont fait les présentations en première. Donc, comme vous l'avez dit, c'est Gabriel en fait qui devait faire la présentation, mais malheureusement, comme vous l'avez bien compris, donc avec surtout la situation de la pandémie au Sénégal, c'était un peu difficile. Et je pense que elle a chopé le virus, mais elle va bien. Donc, on est content de ça et elle est bien en train de se rétablir. Bon, peut-être que moi, je vais juste être dans la continuité de la présentation qu'a fait Hamza et Mehdi, surtout parce qu'ils ont parlé vraiment de l'aspect technique du système d'irrigation, de tous les besoins techniques du système d'irrigation. Mais aujourd'hui, c'est véritablement, après cet aspect technique-là, comment avoir accès à ces produits, comment les utiliser réellement. Donc, c'est là où il y a un vrai déficit. Parce que le matériel peut être là, mais avoir ce matériel peut poser un problème. Et comme il l'a dit, je pense qu'il y a quelque chose de très important dans le cadre du Je système vous interromps d'irrigation. deux petites secondes, Maguette. Peut-être vous pouvez mettre en diaporama pour que les slides soient plus Ah, grands et que tout le monde puisse suivre. sorry. Voilà. Oui, voilà. Donc je disais, une chose est claire, c'est que le besoin en matériel, en équipement est là, mais l'installation et le fonctionnement est une autre chose. Aujourd'hui, la problématique de l'eau, il est clair que, euh, Hamza l'a dit, le choix doit être un choix très réfléchi parce que pour la qualité de l'eau que tu dois avoir, le débit d'eau que tu as besoin, pour même la conservation, parce que pour les arbres, ils ont besoin vraiment de l'eau. Tu ne peux pas donner beaucoup d'eau, tu ne peux pas donner moins d'eau. Donc, c'est important que ce soit bien organisé. Et à ce niveau, moi, je pense que le système d'irrigation est un système qui est quand même, les gens sont d'accord que c'est un besoin qui est là et qu'on doit aller vers ce besoin. Mais comment maintenant choisir le bon système? Qu'est-ce qui vous intéresse le mieux? Est-ce que c'est un asperseur qu'il faut utiliser? Est-ce qu'il faut utiliser le goutte à goutte? Est-ce qu'il faut utiliser quel type de production? Et surtout, en fonction de la localité où vous habitez aussi, quelle est la profondeur du puits que vous avez ou bien la profondeur de votre forage? Ça, tous ces éléments-là sont des éléments importants pour permettre à la personne de pouvoir bien définir le type de matériel dont il a besoin. Donc, ce n'est pas mon voisin a le goutte à goutte que je dois avoir le goutte à goutte, ou bien mon voisin a asperger sa marche, je dois avoir ça. Donc, moi, je pense qu'il y a un travail important qu'il faut faire à ce niveau. Et ce travail, c'est un travail d'étude ou bien même des spécialistes qui sont sur le terrain qui peut beaucoup aider. Et c'est pourquoi les entreprises comme le nôtre, nous existons. Maintenant, une chose est là, c'est que ce qui se passe sur le terrain, nous avons trois catégories de besoins en pompage ou en irrigation solaire. Il y a déjà les très petits producteurs
des groupements de femmes et qui, à la limite, utilisent des espaces qui sont entre moins 0,5 hectares. Donc souvent, c'est la très grande partie de la population qui sont là et qui ont ce besoin de système d'irrigation. Et l'autre, c'est les producteurs qui sont dans le middle, qui ont des producteurs et qui sont entre le 1 et 2 hectares. Et ça, c'est la partie la plus importante même. Donc, la plupart de nos communautés, nous avons des gens qui ont, surtout au niveau du Sénégal, des gens qui ont 1 hectare à 2 hectares, 1 hectare à 2 hectares, voire même 3. Mais c'est véritablement aussi des personnes qui ont un besoin quotidien de demande et de très forte demande. Et les troisièmes producteurs qui sont aussi, qui ont ce besoin de pompage ou de système d'irrigation, c'est ceux qui ont vraiment plus que 5 hectares de terrain et qui aussi ont un besoin vraiment de pompage solaire ou bien même de système d'irrigation. Mais la plupart de ces trois euh, systèmes ou bien de ces trois besoins, le principal problème, en fait, c'est l'accès à l'eau et comment accéder à l'eau. Parce que si c'est le gasoil qui utilise souvent, c'est vraiment un problème énorme parce que 70% des revenus souvent sont dépensés donc sur le gasoil. Donc ça veut dire que les charges sont des charges énormes et pour eux, aller vers un système d'irrigation ou aller vers un système de pompage solaire, c'est quelque chose de fondamental et pour leur permettre au moins d'avoir des revenus importants. C'est la raison pour laquelle, bon, il y a des solutions quand même qui existent que Bonergie propose. Et ça, ce sont des, des, des solutions que nous avons et qui est avec une technologie importante, ou même nous proposons des systèmes de kits complets où c'est véritablement un système de château d'eau ou un système de pompage solaire, donc tout un kit complet que les gens proposent, mais que les gens, et qui existe sur le terrain. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est si le besoin est là, la demande est là, et que et maintenant les gens n'ont pas accès à ça, donc il y a un problème. Donc, où se trouve le problème? C'est en fait ça. Où se trouve le problème? Pourquoi les gens n'ont pas accès? Parce qu'ils savent que le solaire, c'est une solution, mais ils ne vont pas vers cette solaire-là. C'est parce que, comme nous l'avons constaté, le coût de l'investissement initial est très élevé dans certaines localités parce que le solaire, tu dois investir tout au départ. Tu ne peux pas dire, ah, j'investis chaque mois ou chaque semaine. Donc, tu investis et tu commences ton travail. Et pour les petits moyens producteurs, comme je disais, eux, le problème, c'est qu'ils ne sont pas crédibles. Ils ne peuvent pas aller à la banque, demander de l'argent, parce que les banques n'ont pas confiance à eux. À quelqu'un qui a 0,5 hectares ou quelqu'un qui a 1-2 hectares n'est pas formalisé. Souvent, les banques ne veulent pas les financer parce qu'ils sont très risqués. Ça pose un problème. Eux, très souvent, ils vont vers les microfinances. Mais les microfinances, les montants d'investissement, parfois, sont très importants, ce qui fait que eux, ils ont peur aussi. Ils ne veulent pas se mettre dedans parce qu'il n'y a pas de garantie. Parfois, il faut 2 à 3 millions. Donc, ça pose un véritable problème. Et aussi, euh, les pompes solaires demandent une très haute maintenance. Donc, il y a vraiment un besoin d'être présent dans ces localités. Mais très souvent aussi, les entreprises ne sont pas présentes dans les localités où il y a les producteurs, où ils sont dans la capitale. Et là, alors qu'avec le solaire, il faut vraiment de la proximité. Parce que quand quelqu'un de sa pompe tombe en panne, il ne peut pas attendre 72 heures, surtout si sa récolte est déjà très avancée. Donc, il faut forcément qu'il y ait des propositions des gens qui sont très présents à côté. Et une chose aussi importante, c'est que au niveau du marché, beaucoup de produits sont vraiment de mauvaise qualité. Donc, ce qui fait que les clients aussi qui ont eu à expérimenter cela n'ont pas trop confiance, ou ils perdent la confiance. Et ce qui fait que c'est un problème quand même critique qui font que les gens ne vont pas vers cette solution, qui est une solution de pompage solaire. C'est pourquoi Bonergie, dans le cadre de son programme, a développé, s'est dit, OK, pour régler le problème, nous allons d'abord chercher des produits de haute qualité. Parce que il est clair que si on veut accompagner la communauté
à avoir accès à ces produits solaires et à sortir de la pauvreté, il faut vraiment qu'il y ait une solution. Et nous pensons que la solution, c'était d'abord de leur proposer des pompes Lawrence que nous devons utiliser et Green Force qui sont vraiment les meilleurs sur le marché actuellement au niveau de pompage solaire. Bon, en termes de panneaux solaires, qui est l'élément aussi important parce que en termes d'efficacité, il est important d'utiliser des panneaux qui sont de haute efficacité. C'est pour ça que nous travaillons avec Jinka et Frena même que Mehdi vient de présenter tout à l'heure. Il faut aussi, nous avons mis en place, développé une équipe de techniciens très formés et qui ont vraiment des spécialistes dans beaucoup de choses. Et maintenant, le plus important, c'est que nous-mêmes, nous proposons en fait un financement. On se dit, maintenant, pour faciliter l'accès à ces produits, nous demandons à la communauté ou bien aux producteurs de donner 30% d'une avance et le reste, nous leur permettons de leur payer en 3 mensualités, c'est-à-dire en 18 mois. Donc, on leur dit, vous payez 30% avance et le reste, on vous permet de le payer après chaque 6 mois. Après chaque 6 mois, vous payez une avance, vous payez un reliquat. Après chaque 6 mois, vous payez un élément. Mais ce type de système ne peut être valable que dans un écosystème où il y a vraiment plusieurs partenaires et qui peuvent intervenir. Parce que Bonergie, certes, peut avoir la possibilité de le faire, mais nous pensons que pour le faire, on a besoin vraiment d'un écosystème. Et c'est pourquoi nous avons développé 3 kits, et c'est avec vraiment des pompes Lawrence que nous utilisons souvent. Et les 3 kits que nous avons, c'est, je donne un exemple juste pour vous permettre de voir le P600, donc, qui est une pompe qui peut aller jusqu'à 18-15 mètres de profondeur et qui peut donner un débit d'eau qui peut aller de 25 à 60 mètres cubes jour. Hein. Et nous avons le PS 1800, donc qui peut aller jusqu'à 40 mètres, voire même parfois 70 mètres, et qui donne des débits d'eau qui peut tourner entre 30 à 100, 120 mètres cubes. Et, ou bien nous avons des PS 4000 qui est dédié pour vraiment les clients qui avaient de 1 à 5 hectares. Parce que toutes ces catégories aussi sont spécifiées en fonction donc des producteurs, surtout des demandes des producteurs. Le PS600, c'est pour ceux qui ont 0,5 hectares à 1 hectare. Le PS 1800 peut aller jusqu'à 1 à 3 hectares d'irrigation et le PS 4000 peut aller jusqu'à 1 à 5 hectares. Donc, en fonction des demandes et des capacités des populations. Et pour l'ordre de prix, donc vous donnez une ordre de prix pour le premier kit que nous avions proposé. Ça tourne autour de, pour crédit, pour la vente à crédit, à environ 3 430 euros, l'autre à 4 030 euros ou bien même à 6 905 euros. Donc ça, c'est les types de prix pour vous donner une idée de quel est le volume de prix et aussi comment les gens peuvent l'acheter et qui ont besoin de financement. Maintenant, ce que Bonergie fait, il dit à cette personne, si vous me donnez 30% de 2 250 par exemple, moi je vous fais l'installation, toute l'installation comprise, et après, chaque 6 mois, vous payez. Nous avons même développé un système pay-as-you-go qui peut permettre que, après les 6 premiers mois, que la population puisse payer maintenant petit à petit pour éviter que la personne ne puisse attendre 6 mois encore et donner un montant plus important. Donc tout ça, c'est des approches que nous développons en se disant que c'est des approches et qui peuvent permettre à la limite d'arriver à quelque chose. Bonergie, aujourd'hui, a une expertise presque de 9 à 10 ans d'expérience ici au niveau du Sénégal. Nous avons vraiment plus de 35 employés, des bureaux régionaux. Nous sommes présents dans 5 régions du Sénégal. Comme je disais tout à l'heure, c'est important la proximité. Donc, c'est au niveau du nord, nous avons des bureaux, au centre et dans le sud, pour vraiment se rapprocher davantage donc des communautés et qui, pour nous, c'est véritablement important. Le taux de remboursement, comme on a dit, c'est vraiment très important parce que c'est sur ça aussi que les clients, surtout les banques, ont confiance et c'est comme ça qu'ils peuvent
qu'il faut engager dans un projet ou bien même aider ou accompagner la communauté à avoir accès à certains produits. Et l'autre chose aussi qui est importante dans le cadre de ce programme pour surtout apporter des solutions, nous avons compris que pour apporter véritablement des solutions à la communauté, il fallait changer de stratégie. C'est la raison pour laquelle nous avons pu trouver un partenaire Infraco Africa et qui s'est engagé auprès de Bonergie pour véritablement installer 2000 pompes solaires d'ici 2024, où nous allons aussi installer 532 kits d'irrigation de goutte à goutte et aspergeurs, et avec un financement que nous avons eu parce que Infraco Africa est entré dans le capital de Bonergie et pour mettre en place cette entreprise qui s'appelle Bonergie Irrigation. Donc, vous voyez, et ça, c'est véritablement une approche très nouvelle parce qu'on s'est rendu compte que les banques ne suivent pas. Il faut que Bonergie lui-même puisse aller trouver les financements pour acquérir le matériel parce que la tension de trésorerie est importante. C'est la raison pour laquelle nous sommes actuellement en train de contractualiser avec des banques pour arriver à des situations qui peuvent vous aider à tout ça. Voilà un peu brièvement décrite, John, ce que je pouvais dire sur Bonergie, ce que nous sommes en train de faire et aussi ce que nous pensons que c'est une solution pour vraiment faciliter l'accès aux pompes solaires et aux kits d'irrigation à la communauté. Merci beaucoup. Merci Maguette et bravo pour le travail effectué au Sénégal. Et bien entendu, nous chez Avzia, on est des grands supporters aussi de cette démarche. Alors on les appelle PS-Hugo, préfinancement, certains appellent ça servitisation, mais toutes les démarches qui rendent les technologies solaires accessibles dès le début sans exiger un gros investissement de la part de l'utilisateur final via le financement de tiers. Alors on ne comprend pas, les banques sont pas encore très prêtes à financer ce genre de choses, donc on doit aller vers des acteurs un peu plus spécialisés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a beaucoup et il y a un énorme appétit pour le financement de solutions solaires en Afrique. Donc, il y a vraiment un très bel avenir dans cette démarche-là. Nous avons bien entendu, comme il est usuel, complètement dépassé le temps qui nous était alloué. Mais ce n'est pas grave, c'était vraiment très intéressant. On a reçu pas mal de questions. Et donc, j'aimerais, si vous voulez bien, je vais juste arrêter le screen sharing peut-être. Maguette, pour qu'on puisse voir tous les intervenants aujourd'hui. Merci. Je voudrais vous poser des questions et je vais vous demander d'essayer de rester assez concis. Je sais que ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a énormément d'éléments de réponse à fournir, mais juste de manière à ce que chacun puisse contribuer à la réponse et qu'on puisse aborder un maximum de questions. On a parlé justement, Maguette, vous avez expliqué les différents types de pompes en fonction des différents types de taille de surface qui sont à irriguer. On a une question de Sidi Cher qui demande quelles sont les technologies adaptées pour des surfaces allant de 20 à 100 hectares. Donc là, on est vraiment sur de l'irrigation industrielle. Et donc, à ce moment-là, dans un cas de figure comme ça, qu'est-ce qui est recommandé comme technologie? Oui, merci beaucoup, John. Je pense que pour les grandes surfaces aussi, nous avons des solutions. Et les solutions, comme je dis, moi, j'ai montré ce qui est le standard. Donc, mais pour les grands systèmes qui ont besoin de 20 à 100 hectares ou plus que 100 hectares, donc nous avons des propositions comme je pense, Hamza l'a dit tout à l'heure, et c'est soit d'utiliser des pompes ou de grandes pompes électriques et utiliser des variateurs à côté pour permettre vraiment de faire de grands champs solaires et qui peut permettre d'irriguer vraiment plus de 20 à même 100 hectares parce que actuellement, il y a beaucoup d'installations qui se font de cette manière-là. C'est vraiment d'utiliser de grandes pompes électriques qui souvent faisaient fonctionner avec le courant ou bien même avec des groupes électrogènes et changer la source pour que maintenant ce ne soit plus gasoil, ni plus motopompe, ni électricité, mais mettre un champ solaire et avec des variateurs. Et ça, je pense que c'est des solutions qui existent et que nous pouvons toujours faire des propositions à ce niveau. Merci. Et peut-être quelque chose à rajouter, Hamza ou Mehdi, par rapport à ces grandes surfaces, une recommandation particulière?
Non, je pense que Maguette a tout dit. C'est effectivement dans ce type de système des variateurs avec des pompes classiques asynchrones. Très bien, merci beaucoup. Voilà, question répondue. Autre petite question un peu plus technique. Euh, une question de Quentin. Le dimensionnement dépend-il du type d'irrigation ou bien le dimensionnement dépend-il vraiment juste du volume d'eau qu'on souhaite pomper, voire irriguer? Peut-être plus vers Hamza, a priori, dans un premier temps, et après, s'il y a des commentaires à rajouter, on peut passer la parole aux autres intervenants. Alors, excuse-moi, John, est-ce que tu peux répéter la question? Quentin se demande si le dimensionnement dépend également du type d'irrigation choisi, ou bien si quel que soit le type d'irrigation, le dimensionnement sera toujours le même sur base du volume d'eau qu'on souhaite, sur base de la profondeur à laquelle on souhaite pomper. Alors, en fait, le type d'irrigation va directement influer la hauteur manométrique. Et comme la hauteur manométrique rentre dans le calcul de la puissance, le type d'irrigation va forcément influer sur la puissance et sur le système. Très bien, très clair, merci. On passe dans des considérations un peu plus commerciales, parce qu'au final, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. On a pas mal de questions de Mohamed, de Conan Norbert, euh, concernant le coût au mètre cube. Comment est-ce qu'on peut évaluer ça et comment est-ce qu'on peut comparer ça justement par une situation où, pour le moment, on irriguerait au gasoil, par exemple, ou bien à l'électricité du réseau? Qui est-ce qui ose faire le premier pas dans ce sujet qui est toujours très délicat parce que, bien entendu, toujours fonction de la situation spécifique de l'irrigation? Personne ne se dévoue là. Euh, mais Monsieur allez, Hamza. Maguette, oui, merci. Bon, je pensais qu'Hamza allait réagir parce que comme lui, il est plus technique à ce niveau. Mais en fait, bon, nous ne l'évaluons pas à coût par mètre cube, mais quand même, nous évaluons vraiment le coût en fonction du besoin en total de début d'eau. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui la personne a dit que j'ai besoin de 100 mètres cubes par jour ou 200 mètres cubes par jour, c'est en fonction de ce besoin-là que nous évaluons, en fait, donc, quel est le type de pompe et aussi donc le nombre de panneaux qu'il faut pour, en fonction de ses profondeurs, comme l'autre l'a dit, le HMT, pour véritablement faire une devis qui va autour de ça. Mais bon, c'est difficile de dire parce que ça dépend des terrains hein, et des niveaux et aussi des besoins en eau. Aujourd'hui, ici, ça peut être X francs et dans un autre terrain, être X francs. Donc, tu ne peux pas dire que c'est vraiment X francs le mètre cube d'eau. Tout cela dépend des niveaux de là où il y a l'utilisation, le type d'irrigation qu'il fait, parce que le type d'irrigation influe fortement aussi sur le prix. Parce que si il fait une pompage directe sur le système d'irrigation au lieu d'utiliser un château d'eau. Donc, ça aussi, ça peut influer sur le coût. Donc, il y a tous ces aspects qu'il faut prendre en charge pour vraiment pour faire une proposition. Merci. Merci beaucoup. Hamza, peut-être, je vois que, voilà, oui. Alors oui, effectivement, Maguette, c'est très clair là-dessus. C'est très difficile d'évaluer un coût du mètre cube parce que ça va beaucoup dépendre de la pompe, de la HMT, du type d'irrigation. C'est assez complexe. Mais si la personne qui a posé la question a des projets en tête ou autre chose, on pourra l'aider bien sûr à chiffrer, à évaluer le prix du mètre cube d'eau dans ces situations-là. Mm. Et peut-être juste pour rajouter, il y a peut-être une autre manière de regarder la chose sur les projets sur lesquels vous avez travaillé jusqu'à présent. Est-ce qu'à tout hasard, vous avez eu l'occasion de faire un comparatif avant-après et peut-être de dire, d'être parvenu à évaluer un pourcentage de réduction de coûts pour une irrigation similaire? Est-ce que ça, peut-être, c'est le genre d'indication que vous pourriez donner aux auditeurs? Alors, me concernant, on a pu, en fait, ce qu'on calcule nous souvent, c'est le payback. C'est en combien de temps l'installation a été rentabilisée. Effectivement, les clients, la plupart du temps, les agriculteurs nous disent qu'il y a une amélioration du rendement de leur terrain et de leur culture. Mais pour faire simple, sur un système
type groupe électrogène, le retour sur investissement du pompage solaire est de l'ordre de, ça peut être vraiment entre 2 et 3 années. Sur des systèmes type réseau, ça peut aller de 4 à 5 ans. Mais vraiment, le retour sur investissement sur la durée de vie de l'installation qui est de 25 ans et de plus en plus 30 ans est très, très, très intéressant. Et je vais donner juste une petite anecdote pour vous montrer comment la chose-là est rentable. Et nous avons eu une visite d'une de nos partenaires de l'USAID sur le terrain pour visiter un de nos clients qu'on a fait une installation solaire. Ils les ont posé la question pour savoir, bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que depuis que vous avez installé votre solaire, ça se passe bien et que vous avez moins de problèmes? Il a dit, ah non, 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 mon problème a augmenté. Il a dit, ah bon? Mais comment vos problèmes ont augmenté alors que vous avez une pompe solaire? Il a dit, au début, lui, ses besoins et ses problèmes, c'était chaque jour, il avait besoin de combien de mètres cubes, combien de litres de gasoil pour mettre dans son pompe solaire, dans son gasoil, dans son motopompe, je veux dire. Chaque jour, il avait besoin de 10, mètres, 10 litres. C'était ça ses problèmes principaux. Mais depuis que maintenant il a la pompe solaire, maintenant ses problèmes, c'est comment acheter le terrain du côté à côté. C'est comment faire de sorte qu'il peut avoir 1 million ou 2 millions d'investissement. Donc, ça veut dire qu'il a dépassé le niveau d'un petit besoin pour aller vers maintenant un grand besoin, donc pour augmenter ses compétences et ses capacités. Ça montre quand même qu'il a vraiment, il a même dépassé la réduction, il est allé maintenant dans l'expansion donc de sa production. Et je pense que ça montre exactement que la personne n'est plus maintenant dans une moyenne de réduction, mais il est dans une expansion donc de sa production et aussi donc de développement de son business. Très bon Merci. point, ça. Effectivement, merci. Donc, oui, clairement, s'il y a de l'expansion, c'est que tout le monde s'y retrouve et que c'est bénéfique. Mais oui, bien entendu, c'est toujours du cas par cas. Mehdi, je voudrais venir vers toi. On a toute une série de questions axées sur les aspects environnementaux. D'une part, concernant les panneaux, justement, il y a des questions par rapport aux pratiques Trina, par rapport aux aspects d'environnement, et peut-être de recyclage aussi. Et alors, dans ce même ordre de questions, il y a aussi pas mal de questions concernant l'impact sur les nappes phréatiques et à quel point justement un pompage important pourrait éventuellement dérégler certains équilibres existants. Donc voilà, Merdi, j'aimerais peut-être te donner la parole dans un premier temps pour adresser ces questions par rapport strictement au panneau, et puis après ouvrir un petit peu la question à vous trois concernant l'impact véritablement environnemental sur l'irrigation de manière générale. OK. Donc, concernant en fait l'impact environnemental en fait des panneaux solaires, aujourd'hui, on tend en fait à alimenter toutes les usines en fait par des énergies renouvelables. Donc, c'est normal. On est des fabricants en fait de panneaux qui produisent de l'énergie renouvelable. Donc, nos usines doivent en premier lieu être alimentées par des énergies renouvelables. Donc ça, c'est une tendance en fait quand même c'est une tendance en fait des fabricants de panneaux solaires. Après, lorsqu'on parle de recyclage des panneaux solaires, vraiment aujourd'hui, on n'est pas encore là. La durée de vie d'un panneau, c'est 25 ans. On a vu des installations qui ont déjà 30 ans. On commence à avoir des panneaux Trina Solar qui ont 25 ans en fait de durée de vie. En Afrique, on en voit quand même pas mal de panneaux Trina qui passent du temps en fait en Europe et qui se vendent en seconde main ici en Afrique. Donc aujourd'hui, la question de recyclage ne se pose pas encore, mais c'est vrai, ça va être une question à traiter très très bientôt avec en fait. Là, je vous donne un exemple simple. Jusqu'à fin 2020, en ce qui concerne Trina, on a livré 66 gigawatts en fait de panneaux solaires. Pendant l'année 2021, je crois, on va livrer plus que la moitié de tout ce qu'on a livré depuis la création de Trina jusqu'à fin 2020. Donc, on voit en fait qu'il y a un engouement qui est assez énorme sur les panneaux solaires, qu'il y a en fait énormément de demandes. Donc, effectivement, la question en fait sur le recyclage des panneaux solaires, c'est une question qui va se poser.
mais c'est une question qui va se poser, on va dire, à moyen terme, à moyen et long terme. Après, pour en fait l'impact d'un pompage en fait sur la nappe phréatique, donc ça c'est un avis en fait personnel, c'est pas un avis en fait de Trina Solar. Trina Solar, c'est un fabricant de panneaux qui fournissent de l'énergie pour le pompage, mais là sur ce point précis, il faut vraiment une régulation en fait pour réguler en fait le pompage solaire. Aujourd'hui, le pompage, en fait, le coût du pompage, il coûte tellement pas cher avec les panneaux solaires, avec l'énergie solaire. C'est de l'énergie quand même qui est quasiment gratuite. Du coup, les gens se permettent en fait de pomper, de penser à avoir des pensées expansionnistes. Ils pensent quand même à comment faire pour acheter le terrain à côté. Donc, ça rend en fait l'agriculture plus rentable. Ça augmente en fait la productivité de l'agriculture. Donc, peut-être on aura besoin d'une certaine régulation en fait étatique sur l'aspect en fait pompage et quantité d'eau pompée par région, par zone, selon le stress hydrique en fait de chaque région. Mais ça vraiment c'est mon point de vue et je laisse en fait Hamza et Maguette compléter en fait ma réponse. Oui, je pense que, Mary, vous l'avez dit, aujourd'hui, la problématique de l'eau, surtout mondiale, devrait pousser beaucoup plus les États, mais aussi les producteurs à être conscientisés sur le type d'irrigation qu'il faut utiliser pour améliorer en même temps leur production et réduire aussi l'impact de l'utilisation de l'eau. Parce que il est clair que le système d'irrigation est très important, surtout, et ça améliore grandement véritablement la récolte et surtout la production au niveau de ces maraîchers. Donc, moi, je pense qu'il serait fortement conseillé, malgré que on peut maintenant utiliser le solaire pour vraiment avoir accès à l'eau, mais ça devrait être organisé, et réglementé, structuré pour conscientiser cette communauté pour une utilisation très efficiente donc de systèmes d'irrigation et selon les types d'habitat. En tout cas, nous, Bonergie, en ce qui nous concerne, surtout Bonergie Irrigation, et c'est ça notre mission, c'est vraiment accompagner la communauté à sortir du sous-développement, mais aussi à vraiment utiliser un système d'irrigation qui est très adéquat pour permettre que la consommation de l'eau puisse être adéquate par rapport à l'humain. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Alors, oui, effectivement, j'apporte juste un complément par rapport à ce que dit Magat et Mehdi. Effectivement, il y a des abus parfois sur le pompage solaire. C'est là où généralement faut que nos confrères agronomes prennent le relais, parce qu'en général, ça ne sert strictement à rien d'irriguer plus que nécessaire une plante. Si vous l'irriguez moins, elle est en stress hydrique. Si vous l'irriguez plus, elle est en stress hydrique. Donc, il faut vraiment doser ça. Ça ne sert à rien d'irriguer trop. Et puis, dans certaines régions, je parle du Maroc par exemple, dans certaines régions, on en est même arrivé à commencer à faire du dessalement d'eau pour pouvoir irriguer. Donc, on a des stations d'irrigation avec une centrale de désalinisation. D'ailleurs, ça parle beaucoup en ce moment d'une grande centrale de désalinisation qui est en train d'être mise en place au Maroc. Mais oui, il peut y avoir des abus, mais faut les réguler. Il faut les réguler. Merci beaucoup. Je regarde l'heure, on a encore 5 minutes, donc on va essayer d'aller très très vite. Il y a encore plein de questions. On n'aura clairement pas le temps de toutes les prendre, mais ce n'est pas grave. Je les partagerai avec les speakers et ils feront le suivi. Avant de poser la prochaine question, je voudrais remercier Boutayeb qui a partagé quelques recherches. Il y a eu une petite étude du ministère de l'Énergie et des Mines au Maroc qui a fait un petit calcul du coût au mètre cube. Alors, juste pour vous donner un ordre de grandeur, au solaire, on estime que ça coûte 44 centimes de dirham du mètre cube. Comparé au gasoil, 1 dirham et 67 centimes. Donc, si vous n'êtes pas familier avec les dirhams marocains, pas de souci, ça vous donne juste un ordre de grandeur de 1 à 4 en fait. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Bien entendu, il faut prendre ces chiffres-là avec une certaine distance et il y a toujours du cas par cas, mais ça donne quand même une direction. Merci beaucoup, Boutayeb. Euh, Petite question technique. On sait que les panneaux sont garantis 25 ans. Quid des pompes? Le sont-elles aussi?
Est-ce qu'on a des composantes dans les systèmes qui sont Oui, alignés sur la durée de vie? les pompes en tout cas Réponse que nous rapide, s'il vous utilisons, plaît. les pompes que nous utilisons, c'est des pompes Lorraine, c'est vraiment, bon, le durée de vie, c'est presque, tourne autour de 10 ans. Donc, c'est vraiment ce que le concessionnaire même donne. Mais nous, on donne des garanties qui tournent autour de 2, 3 ans. Donc, mais la durée de vie, quand même, tourne autour de 10 ans. Très bien, merci. Question plus spécifique pour Mehdi. Mustapha qui se demande, est-ce le variateur qui s'adapte au panneau ou le panneau qui s'adapte au variateur? Apparemment, il y avait un désaccord entre ce que les vendeurs ou fabricants de variateurs proposent et ce qui avait été présenté dans tes slides. En fait, c'est un système qui est lié. En général, en fait, les fabricants de variateurs, ils demandent à connaître le type de panneau pour proposer un variateur qui est adapté au panneau, mais on peut aussi voir en fait la chose différemment. On peut adapter en fait le panneau au variateur. Donc, c'est un système complet. Chaque composant de ce système, elle va dépendre de l'autre. Et donc, on peut obtenir en fait des optimisations selon le variateur utilisé et le panneau utilisé. Donc, c'est un ensemble, il faut le voir comme un ensemble. Donc, nous, on a fait la simulation avec le variateur, en fait, avec un variateur qui est le plus utilisé, mais c'est un système complet, il faut le voir, il faut le voir comme ça. Très bien, merci. Question pour Hamza, très rapidement aussi. Donc là, on a parlé de financement pour le pompage, mais Antonio se demande, est-il possible de considérer aussi une solution qui ferait et pompage et traitement de l'eau? Tu en as brièvement parlé là sur une grosse centrale. Est-ce que ça existe aussi peut-être à plus petit niveau? Et as-tu un avis particulier sur le sujet? Alors effectivement, il y a pas mal de systèmes sur lesquels on va rajouter, il y a beaucoup de pilotes au Maroc, dans lesquels on va rajouter un système de traitement d'eau, de dessalement ou de filtration de l'eau, alimenté en énergie solaire. Après, ce sont généralement deux systèmes séparés. Quand vous les chiffrez, ce sont deux systèmes séparés. Dans un cas, c'est un site isolé. Et dans l'autre cas, c'est un variateur de pompage solaire sans stockage, sans batterie. On n'a pas parlé des batteries, mais on pourra en parler une autre fois. Très bien, merci. Et alors, j'ai une dernière question pour aujourd'hui, une question qui nous vient de Rim, qui se demande, bah, tiens, voilà, donc oui, chaque situation est spécifique, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas moyen justement pour rendre les solutions encore plus abordables, de standardiser un petit peu? Est-ce que vous sentez qu'il y a un avenir vers ça? Est-ce qu'il y a moyen de fournir des solutions qui s'adapteraient à tel ou tel type de situation? Je pense justement que Maguette, c'est ça sur lequel vous travaillez. Vous avez créé des groupes d'utilisateurs types et vous avez déjà déterminé des solutions qui seraient, si pas à 100%, en tout cas à 90 ou 95% adaptées à leurs besoins. C'est ça. En fait, c'est ça, en fait, parce que c'est difficile de dire à chaque client, il faut un devis. C'est la raison pour laquelle nous avons standardisé donc, et catégorisé certains clients selon la taille, selon le besoin en eau. Et je pense que le fait de standardiser, quand même, c'est quelque chose qui est très important. Ça permet de faire des kits et aussi parce que ça peut permettre de prendre en charge les besoins de plusieurs clients. Je suis d'accord avec lui qu'il faut vraiment qu'on aille vers la standardisation. Avec elle, RIM est une… Avec elle, disons, Ouais. merci. Bien, merci à tous, merci à vous trois, mais merci également à tous ceux qui nous ont rejoints pendant cette presque heure et demie. C'est génial de nos jours avec tous nos agendas très, très, très occupés de pouvoir dédier aussi longtemps à une discussion comme ça online. Je pense que ça démontre quand même le grand intérêt que tout le monde avait à vous écouter, à bénéficier de votre expérience. Donc, un grand merci à vous trois. On va en rester là pour aujourd'hui. Il y a plein de questions, mais comme je vous l'ai dit, pas de souci, je vais les partager avec les speakers et ils feront le suivi directement avec vous. Et je vous souhaite une excellente journée. J'espère que nous aurons l'occasion de très vite nous rejoindre pour d'autres webinars en français ou en anglais, c'est selon. Et je vous invite d'ores et déjà la semaine prochaine pour un autre événement online avec Avzia qui devrait en intéresser beaucoup également, avec un de nos membres qui s'appelle Sustain Solar et qui a développé un système encore de financement
spécifiquement pour le mini-grid. Donc, pour aider justement, c'est que le mini-grid a ce challenge de financement assez répétitif et Sustain Solar a une nouvelle approche à proposer. Donc, j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre le 3 août pour cette présentation. Un grand merci à tous et je vous souhaite encore une fois une excellente journée et à très bientôt. Merci à vous Merci à aussi. tous. Merci à vous. Merci John, merci Maguette, merci Merci Mehdi, John, merci à merci tous. Mehdi, Hamza. Au revoir. Voilà. Merci. Bye. Merci, Au revoir. merci. Voilà.